Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et nos chers amis Ray McGovern et Graham Fuller sont avec nous. Bienvenue à nouveau, Ray et Graham. Merci. Ray, permettez-moi de commencer avec vous et le nouveau document, la stratégie de sécurité nationale sous l'administration Trump. En regardant ce qui se passe en Europe et en Ukraine, on constate un changement significatif dans le ton de Washington à l'égard du conflit en Ukraine. Quelle est votre compréhension de ce nouveau document? Eh bien, c'est un document remarquable. C'est rhétorique, mais si cela a la moindre relation avec la réalité, les priorités ont changé. Maintenant, j'aime revenir en arrière, pas jusqu'à la fin de la guerre, mais peut-être simplement jusqu'à Wolfowitz, après notre grande victoire lors de la guerre du Golfe. Quand Wolfowitz était secrétaire adjoint à la Défense, c'était qui déjà? Le général Wesley Clark. Il lui rend visite et dit « Paul, félicitations pour la grande victoire que tu as remportée contre les forces irakiennes. Dis-moi, quelle est la plus grande leçon que tu en as tirée ?» Et sans hésiter une seconde, Wolfowitz répond « Eh bien, que nous pouvons faire ces choses-là et que les Russes ne peuvent pas nous en empêcher. » Wow, Wolfowitz était un type plutôt intelligent et il a ajouté « Il viendra un temps où les choses seront différentes. » Nous devons donc utiliser cette période de transition pour renforcer nos forces et notre puissance, afin que personne ne puisse nous défier aussi longtemps qu'ils le peuvent. D'accord. Eh bien maintenant, les Russes nous ont arrêtés. Ils nous ont stoppés en Ukraine. On ne peut pas balayer cela d'un revers de main. D'accord? Ce que je vois dans ce nouvel arrangement, c'est avant tout un recentrage sur notre propre voisinage. Non seulement l'hémisphère occidental, mais aussi le territoire national. La plupart des gens oublient que le 5 septembre, Politico a donné un aperçu de cette nouvelle stratégie de sécurité nationale. Et ils ont dit, regardez, c'est du sérieux, c'est Eldridge Colby qui dit, d'accord, la Chine, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment rivaliser avec la Chine ou la Russie. Eh bien, nous devons nous concentrer sur les endroits où nous pouvons exercer notre volonté dans l'hémisphère occidental et aussi en interne, pour un usage domestique. Maintenant, nous voici la semaine dernière avec le document final. Il ne dit rien sur l'utilisation de troupes à l'intérieur du pays pour des problèmes internes, mais peut-être que c'est dans la justification. Cela m'inquiète. Cela pourrait faire partie de l'accord ici. Nous devons préserver nos forces. Nous ne pouvons pas gagner en Ukraine. Nous ne pouvons pas intimider les Chinois. Bon sang. Alors, où pouvons-nous être déprimés? Non, où pouvons-nous être présents et faire ce que nous voulons faire? Eh bien, au Venezuela et chez nous. Je vais m'arrêter là. Mais c'est un très très grand changement à partir d'ici. Je pense à, comment s'appelle-t-il Biden? D'accord. Dès qu'il est entré en fonction 2 mois plus tard, il envoie ses seconds, Blinken et Sullivan, dire aux Chinois comment les choses vont se passer, n'est-ce pas? Les Chinois viennent en Alaska et ils n'en reviennent pas. Et on n'est plus au 19e siècle, d'accord? Et puis Bush, non, pas Bush, mais Biden, se lève et dit « La Chine aspire à devenir non seulement la plus grande puissance économique mondiale, mais aussi une puissance militaire. Et cela n'arrivera pas sous ma surveillance. » Eh bien, cela montre comment cet homme voyait le monde. La dernière chose, c'est que juste avant de partir, il a donné une interview à 60 minutes, où Scott Pelley lui dit « Mais Monsieur le Président, nous avons le Moyen-Orient, nous avons l'Ukraine. Ne pensez-vous que nous pouvons gérer les deux? » Et Biden le regarde comme s'il venait de Mars et dit « Pas de problème. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant du monde, de toute l'histoire du monde. Nous pouvons gérer ça, pas de problème. » Maintenant, ce type n'était pas tout à fait là. Peut-être qu'il y croyait. Et peut-être que Wolfowitz y croyait aussi, avec cette réserve.
Mais maintenant, les Russes ont mis un terme à cela. Et finalement, après avoir été trompé, Trump dit « Eh bien, vous savez, débarrassez-vous de ces types comme Kellogg et les autres. Nous n'allons pas gagner en Ukraine. » Et, vous savez, Eldridge, peut-être que ça pourrait changer un peu le total, mais nous n'allons pas non plus quitter la Chine. Alors concentrons-nous sur le pays et bien sûr sur l'hémisphère occidental. Je pense que c'est en grande partie la principale raison concernant le Venezuela. Graham, comment comprends-tu la situation? Parce que l'article que Ray a mentionné pendant l'interview, celui de Politico, a été publié en septembre. Il parle du C5, les 5 principaux, comme il les appelle. Tous ces pays qui se rassemblent, si je ne me trompe pas. Ray, c'était bien ça, non? Tu parlais du C5, où les États-Unis, sous l'administration Trump, discutaient d'une alternative au G7. Vous savez, c'était une autre chose. Ce à quoi je faisais vraiment référence, c'était une fuite vers Politico qui disait « Voici le projet de stratégie de sécurité nationale ». Mon Dieu, c'est très très différent. Et puis, curieusement, un silence total du 5 septembre jusqu'à la semaine dernière. Alors que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, beaucoup de choses secrètes, avec Trump qui en a dicté une grande partie. Il a fait rédiger certains passages par des rédacteurs de discours, parce que certaines parties sont en fait bien formulées, et vous savez mettre l'hémisphère occidental en premier. Et ensuite, qu'obtient-on? Le président russe, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Oui, c'est intéressant aussi. Oh, la Chine est bien là, oui. Et puis bien sûr, l'Afrique. Je veux dire, stupide, stupide. Désolé. Non, non. Nima, tu as demandé comment je le comprends. Je ne le comprends pas. J'ai été assez choqué quand tout cela est sorti. Tu sais, comme toi, nous suivons tous les grandes tendances et les réflexions à Washington, à l'étranger, partout ailleurs. Cela a vraiment été un coup de tonnerre, en somme. D'accord, tu as mentionné cet article sur des fuites présumées, mais c'est plutôt insignifiant. On pourrait s'attendre à, eh bien, je dirais que ce document est peut-être le plus important à être sorti de Washington depuis la fin de la guerre froide. Il a complètement changé la donne dans la manière dont Washington se perçoit, qui nous sommes, où nous allons. C'est assez incroyable. Comment cela se fait-il? Où étaient les fuites? Il y avait beaucoup de gens au Congrès, dans le complexe militaro-industriel et ailleurs, des Européens aussi, qui ont des intérêts profonds, très profonds, dans ce type de changement mondial. Excusez-moi, ma voix est partie. Qui ont des intérêts profonds dans ce genre de choses, et pourtant nous n'en avons presque pas entendu parler. Je veux dire, les Européens étaient constamment inquiets, comme toujours, mais je suis stupéfait que pour un document d'une importance supposée aussi grande, nous n'ayons presque rien entendu, presque aucun indice. Je suis allé voir le New York Times, et vous connaissez mon opinion sur le New York Times. Je crois que mon chat aime le New York Times plus que moi. Mais il n'y avait aucune discussion à ce sujet, aucun signe annonciateur, aucun indice de Trump disant « Je ne comprends pas si nous allons tout changer ». C'est vraiment tombé de nulle part. Je pense qu'il y a en réalité 3 façons différentes de voir les choses. La première, c'est un véritable changement dans notre manière de penser le monde. Mais Washington ne change pas de cap aussi facilement. Tu en sais plus que moi là-dessus, Ray. Et la deuxième question, bien sûr, c'est est-ce que les États-Unis, après 75 ans de politique et de domination mondiale, vont soudainement dire « Bon, eh bien, je suppose que nous allons tous simplement rentrer chez nous et nous concentrer sur l'Amérique latine. » Cela me semble presque être une abdication de l'intérêt mondial. On pourrait dire que nous en avons trop fait sur la scène internationale, mais le public n'était pas préparé à un tel recul.
Et puis enfin, bien sûr, il y a l'aspect financier, qui est extrêmement important, avec tout l'argent que représente le pétrole vénézuélien. Je dois établir un certain lien ici, peut-être pas de manière très juste, mais lorsqu'il s'agit de savoir comment nous allons financer quoi que ce soit, ou comment quelqu'un va payer pour la reconstruction de l'Ukraine, peut-être que cet argent vénézuélien pourrait en faire partie. Et bien sûr, il y a l'énorme dette nationale, énorme, qu'on ne peut pas ignorer. Comment allons-nous payer tout cela? Je pense donc que tous ces éléments entrent en jeu. Mais je continue de dire qu'il y a eu très peu d'avertissements à ce sujet. C'était des gens comme vous et moi, et Nima Al-Korshid, et d'autres excellents commentateurs qui parlaient de ce qui ne va pas dans le monde. Mais personne ne disait, eh bien, nous allons tout changer. Oui, Ray, j'ai mentionné l'article de Politico qui parle du C5. L'administration Trump discute d'une alternative au G7. Le C5 regrouperait les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et le Japon. Il n'y a aucun pays européen dans ce concept. Penses-tu que c'est une idée sérieuse? Est-ce que cela se concrétise vraiment ou est-ce une sorte d'illusion? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je ne pense pas que ce soit sérieux. Je crois que c'est l'une de ces fuites dans la presse destinée à montrer à quel point l'Europe est désormais sans importance et que les gens peuvent saisir l'occasion pour dire « non, non, elle reste importante ». Je dis que ce n'est pas une affaire sérieuse. J'y vois une sorte de fuite à des fins politiques. Oui, il semble que d'une manière ou d'une autre, s'ils vont dans cette direction, l'objectif principal, le but essentiel, serait les BRICS et qu'ils veulent s'en prendre aux BRICS pour cette raison, la Russie et la Chine étant bien sûr des membres clés des BRICS. Donc à mon avis, cela n'a aucun sens. Oui, j'ai laissé ça de côté, Nima. Je veux dire, je pense que saper les BRICS, c'est la première étape pour les affaiblir. Et c'est vraiment important. Mais il n'y avait bien sûr aucune allusion à cela dans le document. Mais oui, aujourd'hui le Venezuela, et demain, tu sais, Lula au Brésil. Et j'ai déjà parlé de la peur américaine du communisme venant d'Amérique latine, en commençant par les Castro et Che Guevara et toutes ces grandes figures, Simón Bolívar, toute cette tradition. C'est une tradition révolutionnaire très très importante, et l'Amérique l'a toujours redoutée. Et bien sûr, Maduro s'inscrit dans cette même tradition. Donc s'il vise les BRICS, cela va finir par être une sacrée confrontation, parce que la Chine et la Russie ne resteront pas à l'écart. Ray, ce qui se passe en Europe est assez incroyable à observer. Tu sais, le document, la NSS, la stratégie de sécurité nationale de Trump, on peut y percevoir une certaine forme de désespoir ou de panique en Europe. Et voici ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. La prochaine cible de la Russie, et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Je crains que trop de gens ne soient tranquillement complaisants, que trop ne ressentent pas l'urgence et que trop croient que le temps joue en notre faveur. Ce n'est pas le cas. Le moment d'agir, c'est maintenant. Le conflit est à notre porte. La Russie a ramené la guerre en Europe et nous devons être prêts à affronter une guerre de l'ampleur que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connue. Un conflit atteignant chaque foyer. Ray, le temps ne joue pas en notre faveur, et le moment d'agir, c'est maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie du bavardage psychologique et politique. Rutte s'exprime dans la tradition d'un paradigme changé. Tout est émotion, tout est drame. Il n'y a ici aucun calcul rationnel.
Je veux dire, il n'y a aucune reconnaissance du fait que l'Ukraine a perdu la guerre, par exemple. Un petit détail tout de même. Cela montre que l'OTAN s'est vraiment effondrée jusqu'à devenir pratiquement sans importance. Et en réalité, c'est une sorte de consolidation de l'idée que beaucoup de gens, moi y compris, ont eue après le dernier sommet de l'OTAN, lorsque Rutte a dit « Oh, papa est là, maintenant tout va bien, vous voyez ». Eh bien, j'ai dit à l'époque que papa est un coureur de jupons. C'est aussi un mauvais payeur, n'est-ce pas? Et pour ceux qui, peut-être dans notre auditoire, ne savent pas ce qu'est un mauvais payeur, c'est un type qui ne verse pas de pension alimentaire. D'accord? Udovawa, c'est une bonne analogie. Quoi qu'il en soit, c'est bien le même Rutte qui a présidé, selon moi, retenez mes mots, le dernier sommet de l'OTAN. D'accord, il y a quelques mois. Et qu'avait-il de particulier? Eh bien, le sommet précédent de l'OTAN avait déclaré que l'Ukraine suivait une voie irréversible vers l'adhésion à l'OTAN. Et celui-ci, qu'a-t-il dit? Rien. Il était 10 fois plus petit que le précédent. Il n'a rien dit du tout. Et puis bien sûr, si je devais en rajouter, je le ferais. Le dernier conseil ministériel de l'OTAN, la semaine dernière, a été, pour la première fois dont je me souvienne, et je suis cela depuis des décennies, celui où le secrétaire d'État américain a décidé de ne pas se présenter avec tous les autres ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Oui, quelle était son excuse? Devait-il aller au spectacle de Noël de sa petite-fille? Ou bien était-il... Non, aucune excuse. Ses collaborateurs ont simplement dit « Ah, il assiste à beaucoup de réunions. » Il ne peut pas assister à toutes ces réunions. Bon sang. Donc c'était une rebuffade délibérée. Maintenant, quel est le résultat de tout cela? Eh bien, la façon dont il parle ici, vous savez, j'étais vraiment petit quand Adolf Hitler faisait ses discours. Graham, lui, était bien plus âgé que moi. Ma mère et mon père ne me laissaient pas les écouter parce que je n'avais qu'entre 1 et 5 ans, d'accord? Mais j'en ai entendu beaucoup depuis. Et j'ai entendu George W. Bush dans ses discours. Sa manière de peindre le sombre, le mal et la lumière, vous voyez. Et j'écoute Rutte, et je vois des vestiges de ce genre d'approche qui fait appel à l'émotion, pas à la réalité. Et vous savez, s'il n'y avait pas eu le fait que cela a conduit à la Seconde Guerre mondiale la dernière fois, je passerais simplement l'éponge. Mais mon Dieu, il faut prendre cela au sérieux, car il n'y a pas de médias libres en Europe. Et la plupart des Européens, comme j'ose le dire, la plupart des Américains, ne savent pas comment l'Ukraine a commencé, comment la guerre a commencé. Je vais juste ajouter une chose. Mon bon ami Scott Ritter a fait une remarque il y a 3 ans. Il a dit quelque chose comme « Vous savez, les Russes vont gagner, et c'est probablement une bonne chose. » Oh wow! Vous savez, il a reçu beaucoup de critiques pour ça. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce qu'il savait très bien que tout cela avait été provoqué par l'OTAN. Et Scott vient du même paradigme que moi. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un provoquer une bagarre, eh bien, vous ne voulez pas qu'il gagne. Et c'est l'OTAN, Biden et tous ces types qui ont provoqué ce conflit. Ce n'était pas sans provocation, ce n'était pas une guerre totale. Il y a des doutes quant à savoir si c'était illégal, tous ces mots codés, d'accord? Donc pour défendre mon ami Scott, il est du côté du plus faible, du côté de celui qui a été provoqué. Et vous savez, cela a une certaine logique. Et au fil des événements, je pense que nous verrons que ceux qui ont reconnu que cette situation avait été provoquée et devait être gérée par les Russes, qu'ils n'avaient pas d'autre choix viable, ce que je dis depuis des années, se révéleront avoir eu raison. Et les agitateurs de ce monde iront, espérons-le, dans la poubelle de l'histoire, plutôt que de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Graham, allez-y. Non, je ne suis pas sûr. Je veux dire, c'est un développement fascinant. Et c'est un document fascinant. Il soulève
beaucoup des mêmes questions que Ray a déjà mentionnées. Franchement, je ne suis pas sûr que ce document ou les concepts qu'il contient vont survivre ou durer très longtemps. Peut-être, mais il me semble très difficile de prendre la plus grande superpuissance du monde et de la faire changer de cap comme un super pétrolier du jour au lendemain, avec un changement d'idéologie, en disant au Congrès de repenser tout ce qu'il a jamais pensé. Qui sont nos amis? Qui sont nos ennemis? Où nous allons aller? En le disant au complexe militaro-industriel, en le disant aux Européens. Il me semble simplement que c'est trop rapide, trop difficile et pas assez réfléchi pour durer très longtemps sous sa forme actuelle. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de vertu à revenir vers l'Amérique latine, mais il existe beaucoup d'autres régions du monde tout aussi importantes. S'il avait dit « Nous allons nous tourner vers l'Asie », non pas de manière conflictuelle, mais de manière associative, j'aurais pensé que cela avait beaucoup de sens. Mais revenir vers l'Europe, vers l'Amérique latine, et que votre premier acte soit de déclarer la guerre et peut-être d'essayer de saisir les avoirs du Venezuela, cela ne me paraît pas avoir de cohérence pour l'avenir. Je peux me tromper. Ce n'est que mon opinion. Je pense qu'il est trop demandé à Trump d'avoir une quelconque cohérence. Je veux dire, nous sommes contre le changement de régime, sauf pour le Venezuela, sauf pour quelques autres endroits. Donc oui, les gens parlent de chaos. Eh bien, c'est chaotique, mais il faut faire avec. Très bien, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, Graham. Le secret est le fait qu'aucun reporter, aucun journaliste, personne n'ait eu la possibilité de faire un suivi sur cet article de Politico du 5 septembre, qui était une véritable bombe. Je veux dire, il prédisait ce qui allait sortir la semaine dernière. Alors, pourquoi ce secret? Je pense que Rubio, qui aurait été prompt à dire à son allié européen, « Oh mon Dieu, ce type devient fou, ce Trump fait quelque chose », s'est fait dire de la fermer, non? Nous allons le faire. Et puis les gens de Rubio n'étaient probablement pas impliqués là-dedans. Ça devait être ses rédacteurs de discours. Il y en a quelques bons. L'un travaille pour le vice-président. Et c'était bien écrit comme je l'ai déjà dit. Au moins tu sais, c'est incohérent, mais c'est élu bien mieux que tout ce que Trump pourrait dire. Donc tu vois, il faudra attendre pour voir. Et tu as raison d'être très sceptique quant à la possibilité de faire virer un porte-avions en si peu de temps. Mais je pense que cela explique le secret avec lequel tout cela a été préparé, et le fait que même les journalistes favoris en ont été exclus. Rubio, Kellogg et les autres ne pouvaient pas faire fuiter ces informations, soit parce qu'ils n'étaient pas au courant, soit parce qu'on leur avait dit de ne pas le faire. C'est mon hypothèse. Graham, d'après ce que je comprends des documents sur la stratégie de sécurité nationale, il s'agit des politiques des administrations. Et si l'on compare celui de Trump à celui de Biden, il me semble que le document de l'administration Biden était bien plus lié à l'establishment que celui de Trump. C'est intéressant. Alors voici la question. Combien de temps leur faut-il pour retirer cela de la politique étrangère des États-Unis? C'est pourquoi je pense vraiment qu'après 3 ans, si un démocrate est au pouvoir à Washington, nous verrons la même chose que ce que nous avons vu avec l'administration Biden. Oui, je pense que c'est une possibilité très réelle. Vous savez, c'est une expression très courante que j'ai utilisée, et probablement vous deux aussi, ainsi que d'autres. On ne sait jamais ce que Trump pense, et il représente sans doute les opinions de la dernière personne à qui il a parlé. Donc encore une fois, je suis stupéfait. Je n'aurais pas prédit que Trump puisse approuver, signer et assumer un document qui remet autant en question tout ce qu'il a jamais dit. Et je ne serais pas surpris qu'il le désavoue demain, sauf que c'est très difficile à faire. Mais rien ne me semble vraiment cohérent. Et le Pentagone n'a pas pipé mot à ce sujet.
des implications énormes. Comme je l'ai dit, c'est le document le plus important depuis l'effondrement de l'Union soviétique en matière de stratégie nationale. Bref, je reste profondément perplexe et incertain quant à ce que tout cela signifie au final. Ouais, ouais, Ils ne peuvent pas utiliser un autopen pour faire cette signature. D'accord, c'est celle qui se trouve sous la stratégie. Oui, il va lui être difficile de zigzaguer là-dessus de sitôt. Mais je suppose qu'après que Kellogg, Rubio et les autres lui ont dit que l'Ukraine allait gagner, que l'économie russe allait s'effondrer, que les Russes perdaient des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, quelqu'un a fini par dire « Peut-être que c'était Tulsi Gabbard. Où était-elle passée ?» Eh bien, elle était restée discrète, mais peut-être qu'elle a dit « Écoutez, Monsieur le Président, votre prédécesseur s'était déjà fait dire que les Russes avaient perdu en décembre 2022, puis à nouveau en juillet 2023. Maintenant, les Russes ont gagné. » Saisissez cela, Monsieur le Président. On avait dit à votre prédécesseur que la Chine ne serait pas un facteur majeur sous ma surveillance. Et dans tous ces jeux de guerre que nous avons menés contre la Chine, ils nous battent en 3 jours et notre marine n'existe plus. Alors peut-être devrions-nous faire preuve d'un peu de prudence ici. Nous avons aussi des problèmes intérieurs. Alors montrons nos muscles et frappons-nous la poitrine là où nous le pouvons. Là où personne de sérieux ne le fera. Eh bien, vous dites qu'il n'y a pas de menace nationale. Oh, peu importe. Nous faisons simplement semblant qu'il y en a une, avec la drogue et tout le reste. Et gardez à l'esprit, Monsieur le Président, que nous ne savons pas ce qui va se passer en novembre prochain. Je veux dire, il y a déjà toutes sortes de manifestants influencés par la gauche un peu partout. Ils n'aiment pas beaucoup nos politiques. Ils n'aiment vraiment pas certaines de nos politiques envers Israël. Alors vous savez, il vaudrait mieux ne pas avoir autant de troupes en Europe ou en Asie. Peut-être devrions-nous en ramener quelques-unes plus près de chez nous, au cas où elles seraient nécessaires pour réprimer une insurrection dans notre propre pays. C'est ainsi que se lisait cette première directive divulguée. Je dirais qu'elle y figure probablement encore, simplement dans un codicille secret. C'est un bon argument, Ray. Intéressant. Graham, je pense que ce qui est important à propos de ce document, c'est qu'il reconnaît la réalité en Ukraine. Et l'autre point, c'est qu'il semble considérer la Chine comme un ennemi, mais pas un ennemi à combattre. Ils ne vont pas faire la guerre à la Chine. Ils essayent de gérer leurs relations avec elle sur le plan économique, pas militaire. Ce sont des changements majeurs. Ray mentionnait que l'administration Biden, dans cette interview à 60 Minutes, a déclaré « Nous pouvons gérer tout cela en même temps. Pas seulement ces deux-là, nous pouvons aller jusqu'à Taïwan. » Tu vois, c'est ça, le changement. Cela a commencé sous l'administration Trump, et il ne semble pas que ce soit très apprécié par les Britanniques, ni par aucun autre pays européen. Mais Nima, tu te souviens que les États-Unis ont exercé une forte pression sur l'Europe pour qu'elle n'ait rien à voir avec la Chine. J'exagère un peu, mais tu sais, ils voulaient isoler la Chine. Et en fait, je pense que c'est encore un autre point dans tout ce document de la NSS. Peut-être un espoir caché que ce type d'arrangement puisse aussi diviser la Russie et la Chine. Cela a toujours été l'objectif stratégique à la fois simpliste mais important dans la pensée américaine. Donc je pense qu'il y a un peu de cela là-dedans, que cela créera des tensions dans la relation sino-russe. Je ne sais pas. Je ne sais pas où l'Europe va aller avec tout ça. C'est assez fou. Je ne sais pas. Ray, je pense que tu es mieux placé pour juger de la situation entre la Russie et la Chine, car nous savons que l'un des principaux objectifs de l'administration Trump
était d'une manière ou d'une autre de séparer la Russie de la Chine. Penses-tu que cela soit encore possible? No. That one's easy. No. Non, celle-là est facile. Non, je suis d'accord. Je dis simplement que j'ai fait mes premières armes sur ce qu'on appelait le différend sino-soviétique. C'était mon premier dossier en tant qu'analyste à la CIA. C'était réel, c'était amer. Ils se tiraient dessus à travers les frontières fluviales là-bas, en Sibérie. Les Chinois empêchaient les Russes d'acheminer leurs fournitures vers les Nord-Vietnamiens. Bon sang. C'était vraiment amer. Nous pensions qu'ils se détesteraient pour toujours. Et nous nous sommes trompés là-dessus. Mais nous avons ajouté ce dernier paragraphe qui dit que, maintenant, avec une nouvelle direction dans les deux capitales, il y a une chance qu'ils retrouvent la raison et voient à quel point ce conflit est épuisant pour les deux camps. Et en effet, c'est ce qui s'est passé avec une logique implacable, grâce à nos génies du département d'État, dont les politiques ont réussi à rapprocher ces deux-là, une alliance qui ne faiblit pas. Maintenant, en réalité, les Chinois disent qu'elle n'a pas de limite supérieure, d'accord? Ce n'est pas une alliance militaire. Non, les alliances militaires sont plutôt dirigées contre d'autres pays. Nous ne faisons pas ce genre de choses avec d'autres pays. Mais c'est une alliance qui n'a pas de limite supérieure. Et je le répète une fois de plus, je me suis trompé quand j'ai pensé, et c'est un aveu assez grave ici, je me suis trompé quand j'ai cru que même si les troupes russes étaient déployées face à l'Ukraine, Poutine ne les enverrait pas. J'y voyais une manœuvre diplomatique. Ce que j'ai oublié, et pour lequel je n'ai aucune excuse, c'est que Poutine était à Pékin le 4 février 2022. Et je suis convaincu que ce qu'il a dit ressemblait à ceci. Maintenant, camarade Xi, je sais que tu n'aimes pas, enfin, je sais que tu es quelqu'un de prudent, et que tu n'aimes pas voir des pays en envahir d'autres et les déchirer. Mais regarde, le sort en est jeté. Nous envisageons d'envahir l'Ukraine pour telle et telle raison. Voilà ce qui se passe. Voici les cartes. Voici les forces ukrainiennes, formées et équipées par l'OTAN, prêtes à fondre sur le Donbass. Qu'en penses-tu? Selon moi, la réaction de Xi a été, tu veux dire pas avant la fin des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, n'est-ce pas? Ils se sont terminés le 20 février. Donetsk et Lugansk ont déclaré leur indépendance le 21. Le 22, ils ont demandé l'aide de la Russie. La Douma l'a approuvé le 23. Ils ont envahi le 24. Il existe un sophisme appelé post hoc ergo propter hoc. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'un événement suit un autre qu'il en est la cause. Non, il y a d'autres facteurs. Mais je ne pense toujours pas que Poutine serait entré en Ukraine s'il n'avait pas été assuré que le grand frère Xi le soutenait. Et malgré tous les analystes chinois qui disaient « Oh non, jamais, la Chine n'approuverait jamais cela », ils l'ont fait. Et ils ont changé leur rhétorique, mettant l'accent sur les intérêts fondamentaux, plutôt que sur, disons, la préservation de la face. Ils ont fait cela pendant 2 mois entiers, et une preuve supplémentaire était nécessaire. De plus, je pense que les Chinois, sur une question légèrement moindre, ont clairement indiqué qu'ils considèrent la survie du régime iranien comme importante pour eux deux. Non pas tant à cause de ce que représente le régime iranien, mais parce que cela signifierait également, comme ils l'ont dit très ouvertement, l'inacceptabilité des révolutions de couleur menées par les pays occidentaux et du renversement de régimes considérés comme géopolitiquement utiles et importants pour la Chine et la Russie. Donc je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que cela va se désagréger de sitôt. En réalité, Graham, en regardant la situation avec la Chine et en la comparant au comportement des États-Unis, Ray, tu peux aussi réagir. Parce que franchement, existe-t-il une région sur cette planète
où l'on puisse trouver un ennemi de la Chine, à part les États-Unis. Ils sont tellement bruyants à ce sujet. Je vois la Chine nouer des partenariats en Afrique, en Asie, partout où l'on regarde. Mais les États-Unis, même sous l'administration Trump, prônaient d'une certaine manière l'idée d'intervenir dans l'hémisphère occidental, d'intervenir en Amérique latine. Et ils y sèment le chaos, comme nous en parlions. Ils ne se font pas d'amis ici, en Amérique latine. C'est là, à mon avis, le problème. Ils acceptent la réalité de ce qui se passe en Ukraine, la réalité d'une Chine aujourd'hui si grande et si puissante, mais ils se moquent des peuples d'Amérique latine. Ils ne veulent pas d'amitié. Ils veulent des vassaux ici, en Amérique latine. Ne penses-tu pas que c'est l'un des principaux défauts de l'administration Trump? Je ne sais pas qui. Je répondrai très simplement, je pense que l'argent y joue un rôle énorme. C'est tout simplement une corruption éhontée. Et c'est que les États-Unis sont l'un des pays les plus corrompus au monde. Mark Twain a dit que les États-Unis ont le meilleur congrès que l'argent puisse acheter. Je pense que lorsqu'il s'agit de l'Amérique latine, les pressions militaires, les pressions du complexe militaro-industriel, les pressions diplomatiques et les pressions financières contribuent toutes à fausser le cours naturel, peut-être, d'un intérêt propre, plus authentiquement latino-américain. C'est juste une réflexion. Oui, juste une autre réflexion. Je crois que tu allais parler de la question de savoir si un conflit entre les États-Unis et la Chine est inévitable. Tu sais, c'est le seul point sur lequel je suis vraiment en profond désaccord avec ce que dit John Mearsheimer. Je suis d'accord. Et je ne veux pas déformer ses propos. Mon impression est qu'il pense que lorsqu'un pays devient si grand et puissant qu'il défie un autre pays qui était autrefois plus grand et qui est maintenant à peu près son égal, le conflit devient inévitable. Il faut être deux pour danser le tango. Les Chinois disent depuis des siècles, ne pourrions-nous pas simplement nous entendre? Et si on visait un résultat gagnant-gagnant? Non. Je pense que sous l'effet de eh bien, nous venons de gaspiller 7 milliards de dollars pour un navire de guerre qui ne fonctionne pas. Trump, qui est un homme intelligent sur le plan financier, a dit bien, combien cela coûterait-il de construire notre marine pour pouvoir rivaliser avec la Chine? Et la réponse a été, en fait, nous avons fait des exercices de guerre, de la planification militaire, et nous perdrons à chaque fois. Autrement dit, il change complètement d'attitude. Je pense donc qu'un certain réalisme a été introduit ici. Elbridge Colby était un faucon vis-à-vis de la Chine, et si ma mémoire est bonne, il a été décrit comme le principal rédacteur de ce document, du moins tel qu'il était en septembre. Donc vous savez, je ne dis pas que c'est notre cas, mais il est toujours possible de simplement rejeter Trump sous prétexte qu'il n'est pas très intelligent, qu'on ne peut pas lui faire confiance et qu'il change d'avis le lendemain. Mais c'est comme ça, comme quelqu'un l'a dit un jour dans un film. Il faut simplement voir si cela sera suivi des faits. Je pense que l'enjeu principal sera l'Ukraine, ce qui s'y passera, ce que les Européens en penseront, et comment ils estimeront pouvoir aider l'Ukraine. Et la semaine prochaine, nous saurons s'ils auront de l'argent pour faire précisément cela. Oui, je pense que c'est un facteur important, Ray. L'autre chose, c'est que Poutine comprend clairement que Trump doit avoir un moyen de sauver la face à cet effondrement total en Ukraine. Zelensky, c'est fini pour lui. Je veux dire, il peut aller à Rome ou tu sais n'importe où, Porto Rico. Peut-être qu'il va aller en Israël. Très probablement. Pour rejoindre son associé. Très probablement. Cela a vraiment du sens. Mais à un certain moment, je veux dire, j'y ai toujours réfléchi, comment Poutine peut-il aider Trump
à sauver la face dans une défaite catastrophique. Et peut-être que la distraction du Venezuela, ou l'argent qui pourrait venir du Venezuela, peut-être que les Européens pourraient en avoir une partie, je ne sais pas. Mais une partie de cet argent vénézuélien pourrait justement contribuer à adoucir, à atténuer la douleur et l'ampleur totale de la défaite en Ukraine. Ray, you've sent me this link about NATO. Ray, tu m'as envoyé ce lien à propos de l'OTAN, le discours principal d'hier. Quel est ton point de vue là-dessus? Comment vois-tu la situation de l'OTAN, leur politique, et une sorte de... C'est étrange. Voici juste un exemple. J'imprime ces choses à l'ancienne pour pouvoir les annoter à l'encre rouge. Voici une phrase en rouge. Comment Poutine peut-il continuer sa guerre contre l'Ukraine? La réponse, c'est la Chine. La Chine. La Chine est la bouée de sauvetage de la Russie. Je veux dire, nous devons arrêter Poutine dans son élan. Il est à notre porte, il va tout prendre. D'ici 5 ans, nous devons préparer l'OTAN à prendre le relais. Vous savez, l'ironie suprême ici, à mon avis, c'est que la Russie ne représentait aucune menace pour l'OTAN avant que nous ne renversions le régime en Ukraine, à Kiev, en 2014. Il n'y avait pas le moindre signe que les dirigeants russes voulaient faire quoi que ce soit concernant l'Ukraine, si ce n'est protéger les privilèges, la langue russe, et ainsi de suite, de leur population russe. Après cela, bien sûr, ils ont dû s'inquiéter, car ils avaient leur principale base navale, en Crimée et ailleurs. Donc, d'ici 5 ans, c'est ce qu'il dit, nous devons être prêts, car la Russie pourrait être disposée à recourir à la force militaire contre l'OTAN d'ici là. Mais la Russie est déjà prête à utiliser la force militaire contre l'OTAN, aujourd'hui, demain. La Russie a renforcé ses forces armées à cause de ce que l'Occident fait en Ukraine, pour devenir un pays plus puissant que tous les autres membres de l'OTAN. Ce qui, soyons honnêtes, combien de divisions pourrait-il aligner? En réalité, selon le plan de la Russie, ils attendront 5 ans, le temps que l'OTAN soit prête. L'idée, c'est que les Russes ne veulent pas s'emparer d'un pays de l'OTAN. Et voilà, on en revient à Biden. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Dans son discours sur l'état de l'Union, vous pensez qu'ils vont arrêter les Russes? Poutine ne s'arrêtera pas en Ukraine. Il va continuer et prendre la Pologne et les États baltes. C'est des balivernes, d'accord? Il n'y a pas la moindre preuve qu'il veuille faire ça. J'ai été en Pologne et dans les États baltes, je ne vois pas pourquoi Poutine voudrait les conquérir, d'accord? Il semble simplement évident que nous devrions parvenir à une sorte d'accord de sécurité où il serait entendu que non, il ne représente pas une menace, tant qu'un pays comme l'Ukraine n'insiste pas pour devenir membre de l'OTAN. Et bien sûr, c'est là que ça coince. Cela ne figurait pas dans le dernier communiqué de l'OTAN, et c'est parmi ces 28 points de discussion. Tant que le régime de Kiev dira « bon d'accord, nous y renonçons », ce serait un grand pas en avant. Les pays de l'OTAN ne veulent pas de Kiev en leur sein de toute façon. Tout cela, c'est du théâtre. C'est du drame. Cela pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale, comme le théâtre d'Hitler, le drame d'Hitler. C'est en fait Graham. C'est tellement incroyable qu'il donne de faux espoirs aux Ukrainiens, à la direction en Ukraine. Et c'est tragique de voir cela, qu'il donne de faux espoirs à, à l'Ukraine, à la direction en Ukraine. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ce sont vraiment de faux espoirs. Je veux dire, je pense que tant pour la direction européenne que bien sûr pour le peuple ukrainien au sommet, on vit un jour après l'autre. Et si on parvient à survivre jusqu'à demain, alors qui sait? Peut-être que demain apportera quelque chose de nouveau. Mais oui, je pense qu'ils vivent dans une illusion. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est cruel. Je vais aller plus loin.
Je pense que le sénateur Graham a vraiment tenu une déclaration immorale il y a de nombreuses années, et vous la connaissez tous les deux. Lorsqu'il a dit que la guerre en Ukraine, quelle bonne affaire cette guerre en Ukraine est pour les États-Unis, que nous pouvons aller tuer beaucoup de soldats russes sans qu'un seul Américain n'ait jamais besoin de mourir. C'est une remarque vraiment cynique et, à mon avis, immorale. Je suis d'accord. Et vous savez, je dirais simplement que pour ceux qui doutent encore que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ait été le principal grain de sable, la principale raison pour laquelle la Russie a estimé devoir intervenir, eh bien nous avons le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le prédécesseur de Rutte, devant le Parlement européen, déclarant qu'à la fin de 2021, les Russes nous ont remis un document. Ils ont dit, si vous continuez à parler de l'Ukraine dans l'OTAN, nous devrons envahir l'Ukraine. Nous avons dit non. Et donc il a envahi l'Ukraine, mais nous avons obtenu la Finlande et la Suède. Donc nous avons eu l'élargissement de l'OTAN, malgré tout. Mon propos est simplement qu'à ce moment-là, près d'1 million de jeunes Ukrainiens étaient morts sur le champ de bataille à cause de la vanité et de la folie pour lesquelles le sénateur Graham est si connu et qu'il vient justement d'évoquer. Alors quelle est la voix discordante? Allez-y. Que fait une Europe vaincue et humiliée pour son prochain acte? Où vont-ils? Je veux dire, je ne pense pas que quiconque veuille encore s'associer à l'Europe à ce stade. Peut-être qu'ils peuvent gérer de superbes cafés et organiser des visites guidées de ces magnifiques musées et cathédrales. Mais que font-ils? Quel est leur prochain acte? Eh bien, les politiciens perdent leur pouvoir. Oui, oui. Et c'est ça le vrai problème. Ces gens-là n'en ont rien à faire de ce qui se passe en Ukraine. Pour que l'Ukraine subisse une défaite définitive, ils devraient expliquer à leur population, eh bien oui, nous leur avons donné 14 milliards de dollars. Oui, nous leur avons donné 70 milliards. Mais nous espérions. Mais non, nous avions tort. Nous n'avons pas pu gagner cette fois. Ils vont être écartés du pouvoir. Et c'est là que le bas blesse en ce moment. Admettre qu'ils se sont trompés, c'est une mort politique personnelle pour ces types. Ils vont devoir le faire. Et j'ai déjà mentionné ce que je considère comme l'événement le plus important qui se produira la semaine prochaine, le 18 décembre. C'est à ce moment-là qu'Ursula von der Leyen tentera d'imposer l'idée de prendre de l'argent russe pour prolonger la guerre pendant 2, peut-être 3 années supplémentaires. À mon avis, elle ne réussira pas, mais elle dispose de nombreux petits stratagèmes et de moyens extra-légaux pour amener sans elle faire. Nous verrons bien ce qui se passera le 18. Oui. Oui. Eh bien, je veux dire, même au-delà de la simple conduite de la guerre, c'est difficile. L'Europe, comme je l'ai déjà dit, comme beaucoup d'entre nous l'ont dit, a vraiment perdu toute sa personnalité à force de s'intégrer depuis si longtemps à l'OTAN. Il n'y a plus d'Europe. Quand je demande à mes amis européens quelle est la politique étrangère européenne, ils répondent « l'OTAN ». C'est tout. Donc sans l'OTAN, je ne sais pas ce que fait l'Europe, où elle va, comment elle se perçoit. Je pense que ce sera une grande crise psychologique d'identité pour l'Europe que de se réinventer. Je suis d'accord. Et je dirais la même chose pour l'Union européenne. L'Union member est plus divisée que jamais. Je veux dire, quand on pense au concept d'origine, amener les Allemands, les Français et les autres à travailler ensemble et à ne plus se faire la guerre, eh bien, la décision de la semaine prochaine, quel qu'en soit le résultat, va montrer une UN member éclatée, tout comme une Europe fragmentée. Et vous savez ce que cela entraînera en termes de reproches des Français? Par exemple, envers les Allemands ou les Belges, ils seront vraiment critiqués. Vous savez, ce n'est pas seulement l'OTAN,
Mais peu à peu, je pense que c'est l'humaine elle-même qui s'est effritée. Il y avait une certaine force dans l'humaine en tant qu'entité collective. Elle était puissante, excessive à bien des égards, par le pouvoir qu'elle avait accumulé, mais sans cela, tout devient incertain en Europe. Espérons que les Français et les Allemands pourront continuer à bien s'entendre. Yeah. Oui, très bien. Merci beaucoup, Ray et Graham, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous deux. Merci, Nima Al-Khorshid. Ce sont des questions fascinantes et des temps extraordinaires. Dieu seul sait ce que demain nous réserve. C'est ce qui rend tout cela si intéressant. Comme le dirait Donald Trump, nous verrons bien ce qui se passera. Merci, Nima. Nima, passe un excellent voyage en Iran. À un moment donné, j'aimerais y retourner moi aussi. Mais on verra. Thank you. Bye. Merci.